Oui. Non, vous avez le choix pour les 4. C'est déchirant. Bonjour à tous. Donc j'ai 10 minutes pour tenter de vous embrigader dans la prochaine démarche révolutionnaire qui balayera tout sur son passage. Plus prosaïquement, donc je vais vous parler politique. Enfin, disons que pour être pertinent politiquement, il faut être conscient de l'époque historique dans laquelle on se situe. Et aujourd'hui, c'est comprendre effectivement, comme ça a déjà été évoqué, que nous sommes dans une phase de transition de système, c'est-à-dire que le passé ne se reproduira pas. Et il faut donc à la fois avoir des scénarios pour gérer le court terme, pour voir ce que le système va être capable de produire pour se survivre à lui-même, mais aussi, ce qui est plus intéressant, plus pertinent, c'est d'être attentif aux signaux faibles qui émanent du corps social, inévitablement, et comme à chaque fois dans l'histoire, dans les moments d'effondrement ou de transition. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ce qui, dans ces signaux, est porteur d'une nouvelle étape dans l'émancipation humaine. Donc ces nouvelles valeurs, représentations et comportements, que nous disent aujourd'hui ces signaux faibles? Ils sont porteurs d'innovation sociale globalement, et ils remettent en cause énormément de certitudes, principalement, progressivement, on le verra, je pense, émerger de plus en plus. Il y aura une remise en cause de ce qui fait le fondement de notre organisation, qui repose essentiellement sur le marché, la monnaie, l'État, et un autre qui m'échappe évidemment, que j'évoquerai peut-être plus tard. Et il y a des solutions, il y a des nouvelles visions dans tous ces domaines-là, qui émergent de manière plus ou moins confidentielle dans le corps social et qui sont vraiment porteuses de pistes de sortie. D'autres, vous en verrez aujourd'hui, évidemment, dans les présentations qui ont déjà eu lieu et celles qui auront lieu cet après-midi. Donc, ce qui les caractérise, c'est d'être présentes, très diverses, mais également parfois opposées. Mais on peut les résumer pour dire que ces exigences s'expriment en matière d'information, de réinformation, d'organisation et de capacité de décision. En plus de ces signaux faibles, le contexte est celui d'une défiance démocratique, ou plutôt une défiance générale vis-à-vis des institutions et des hommes qui les occupent, des médias, etc. Il y a eu un sondage récemment qui a été publié dans Le Monde, peut-être vous avez vu sur l'IFOP, c'est pas très brillant. L'abstention, évidemment, qui se porte très bien. À noter aussi qu'effectivement, dans notre système dit majoritaire, il n'y a en fait aucun parti qui n'a gouverné avec réellement au moins la majorité des plus de 18 ans derrière lui, donc des citoyens majeurs capables de s'exprimer. La défiance s'exprime aussi dans une volonté de dépasser les intermédiaires, globalement. Et dans l'émergence, en fait, ce qui caractérise cette défiance, en réaction, c'est une émergence de la société civile, comme réalité sociale, qui, à la fois comme acteur et producteur de solutions politiques, à côté désormais des institutions publiques. Et donc, évidemment, pour que les choses se passent bien, il faut que cette émergence puisse se traduire politiquement, notamment qu'elle puisse s'exprimer directement, car il apparaîtra de plus en plus clair que les acteurs du système dominant n'ont rien d'autre à offrir, on le voit depuis 4 ans dans le cadre de la crise, qu'une cavalerie financière, à défaut d'avoir quelque chose de réellement porteur d'un point de vue humain. C'est l'enjeu pour nous politiquement, c'est donc de permettre une transition en douceur et socialement harmonieuse de la société. Donc c'est à ce moment-là que je vais vous introduire un nouveau concept que je vais vous offrir à la discussion et dont on pourra parler dans le cadre de l'atelier. Car en fait, les phases de transition sont des opportunités historiques pour faire un saut qualitatif, et en l'occurrence c'est ce qui m'intéresse, en termes de régime politique. Ces nouveaux principes, le but c'est de mettre en place ces nouveaux principes qui permettront de réinterpréter nos principes politiques fondamentaux, de réorganiser la décision collective, bref, de repenser le cadre juridique fondamental dans lequel nous vivons. Nous devons et nous pouvons, et nous devons poser une exigence démocratique repensée et renouvelée. Nous devons saisir cette opportunité historique, toujours dans une logique d'émancipation humaine. En fait, ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est peut-être pas tant encore d'être dans des logiques de compétitivité où demain nous vivrons comme les Chinois, mais ce sera rentable, ce sera formidable, mais peut-être plus simplement et de manière plus vertueuse de faire, par exemple de la France, pour commencer, parce que c'est chez nous, une terre d'innovation, une terre de liberté, une terre d'innovation politique dans évidemment tous les domaines, économiques, monétaires, socio-éducatifs, etc., etc. On en verra quelques-uns aujourd'hui.
en libérant la créativité des citoyens sans que ne soient imposés des modèles d'en haut, de la majorité sur la minorité, ou d'une minorité ou de minorités sur la majorité. En résumé, tout en sortant des logiques de consensus, cette nouvelle démocratie que je vous propose peut se résumer par un adage. On connaît l'adage « un citoyen, une voix », un homme, une voix. C'est d'essayer de passer à quelque chose qui nous dirait un citoyen, un choix, ou plus un citoyen, des choix. Et pour trouver une formulation peut-être plus juridique, ce serait de faire du territoire où cette nouvelle démocratie s'appliquera une confédération de citoyens souverains. Comment cette nouvelle souveraineté que chacun d'entre nous aurait pour la première fois dans l'histoire, réellement, pourrait s'exprimer. Quelques exemples, on pourra creuser plus tard dans l'atelier. C'est notamment la possibilité pour chacun de choisir les contrats ou d'élaborer les contrats qui le lieront à ses concitoyens et à l'ensemble de la société dans un champ toujours plus étendu de domaines. Effectivement, pour commencer, ces domaines, comme nous n'avons pas l'habitude de décider pour nous-mêmes, seront limités car la démocratie devra s'apprendre. Cette démarche-là devra s'apprendre. Mais on peut penser assez rapidement au monde du travail, au monde de l'éducation ou à tout ce qui est de l'ordre de l'institutionnel local et qui conditionne notre mode de vie au quotidien. Cela permet aussi de mettre à égalité toutes les propositions, notamment en termes de visibilité. Aujourd'hui, il y a très peu d'innovation, très peu d'idées, parce que les logiques centralisatrices qui arrivent au bout de leur logique actuellement permettent très peu en fait aux idées d'émerger, alors qu'il y en a à foison. Autre modalité d'expression de cette nouvelle souveraineté, chacun d'entre nous pourra demain proposer une loi à ses concitoyens dans des domaines qui auront besoin de rester gérés collectivement, parce que chacun d'entre nous ne pourra pas être souverain dans leur exercice. Évidemment, il faut penser dès le départ à des limites, à des garde-fous à l'expression de cette souveraineté nouvelle. Et je dirais, on peut faire en deux catégories, des limites qu'on qualifierait d'inter-individuelles, c'est-à-dire que dans nos choix, dans nos propositions, il ne serait pas possible d'empiéter sur les libertés d'un autre, de remettre en cause la sécurité d'un autre, ou encore l'égalité avec l'autre, entendue dans la tradition française issue de la Révolution, qui était un refus des privilèges. D'autres limites, plus collectives, qui seraient évidemment celles du respect de l'environnement, c'est-à-dire prosaïquement des paysages, des ressources, qu'il faut préserver pour les générations futures, les droits de l'homme, tout ce qui est respect de la personne humaine, bon, il y a une bonne tradition juridique nationale et internationale, et évidemment la protection des mineurs. Évidemment, il y aura dans ce foisonnement d'idées certainement des choses qui émergeront, contre lesquelles vous, à titre perso, ça pourrait vous déranger. Il faut cependant ne pas essayer de freiner cette expression-là, pour la simple et bonne raison que l'émergence de choix qui vous titille a une vertu qui est celle d'entretenir la vigilance dans le corps social. C'est fini ? Une minute, bon. Alors, pour finir très vite, un dernier point, c'est qu'effectivement, cette nouvelle démarche, cette citoyenneté souveraine, imposera de repenser le rôle de l'État, évidemment, qui devra accompagner, donc, comme je disais, pédagogiquement le transfert de souveraineté vers l'exercice citoyen, une sortie idéologique où un parti est soi-disant légitime pour avoir la réponse sur tous les domaines de l'existence, la sortie idéologique majoritaire, de scrutin majoritaire. Son rôle sera de stimuler la créativité du corps social en veillant à l'intégrité des principes et des limites que j'ai évoquées, de défendre le territoire d'application de cette nouvelle démocratie contre toutes les attaques et les choix économiques vers le moins-disant qui empêcheraient la créativité de s'exprimer. Bref, c'est un rôle primordial de coordination pour redonner aux citoyens l'initiative, la possibilité de faire des choix, de tester des choix et d'assumer les choix qui sont les conditions d'un véritable passage à l'âge démocratique adulte. Voilà pour l'essentiel. Donc c'est dans l'atelier, je vous proposerai de challenger tout ça et que nous en débattions, que nous construisions ensemble cette nouvelle vision. Je vous remercie. Avant que nous prenions une petite pause qui elle-même nous guidera vers les ateliers, Olivier, tu nous fais un petit point méthodologique.